Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Depuis 2016, la fraude au permis de conduire explose selon les syndicats. 40% des attestations de validité des examens seraient faussées, soit achetées sur Internet, soit obtenues en trichant. Patrice Bessonne, président du pôle éducation en sécurité routière de Mobiliance, et Patrick Mirouz, président d'ECF, seront avec nous pour en parler. Le super éthanol E85, carburant à base de bioéthanol, fait son grand retour sur le devant de la scène en ce début d'année 2025. Son prix, fixé en moyenne à 78 centimes le litre, renforce son statut de carburant du pouvoir d'achat. Jérôme Lubert, directeur du développement Europe de Flexfuel Énergie, sera en notre compagnie. Et puis, issu d'une initiative de l'association rochelaise Esprit 360, Avatar Mobilité est né en 2021 de l'impératif de concilier mobilité, contrainte et limites environnementales. Avatar Mobilité est demi-finaliste du prix Pionnier ACF dans le cadre du Grand Prix ACF Autotech, dont Sud Radio est partenaire. Sonia Trocmé sera avec nous, responsable levée de fonds chez Avatar Mobilité. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et au 0826 300 300, Karine est avec nous du Tarn. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous vouliez réagir, ma chère Karine, sur l'accident, j'imagine, à Châteaudun. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est... Alors rappelons que vous êtes conductrice de bus. Hein. Oui, voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années que je conduis des autocars. Et c'est vrai que plus ça va, plus les accidents sont liés à l'effet de prise de drogue, de stupéfiants. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun système pour pouvoir détecter ce genre de choses. Depuis maintenant, ça va bientôt faire 10 ans, 1er septembre, que l'EAD est devenu obligatoire pour tous les véhicules de plus de 9 places. Alors l'EAD, c'est donc l'éthylotest anti-démarrage. Donc ça, c'est par rapport à l'alcool. Donc au niveau de l'alcool, on peut, comment dirais-je, faire ce qu'il y a à faire pour empêcher la personne alcoolique de boire. Qui a bu de boire. Mais par contre, il faut savoir que ceci a un coût assez important pour l'entreprise. Donc les entreprises ont fait les efforts. Là maintenant, il y a ce souci de stupéfiants. Est-ce qu'on peut créer un système qui soit, on va dire, associé avec ce qui existe auparavant? Je ne sais pas. Karine, moi, je serais pour. Karine, une question, hein, parlons vrai. Est-ce que parfois vous avez eu des doutes sur certains de vos collègues, par exemple? Non, en toute franchise, non. Ce qui est quand même plutôt encourageant. Ouais. Et très franchement, vous êtes conductrice depuis près de 10 ans. On vous installerait un détecteur, vous avez l'EAD, donc pour l'éthylotest. On vous proposerait la même chose pour les stupéfiants, pour vous et tous vos collègues. Vous signez des deux mains? Ah ben oui, de toute façon, vous savez, on ne nous a pas demandé notre avis quand l'EAD a été mis en place. Donc, on est obligé de faire. Si vous ne faites pas, eh ben, on vous met à la porte. Hein. Vrai sujet. En tout cas, merci de votre témoignage, Karine. Merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est important. Il ne faut pas que ça passe non plus sur le discrédit, en tout cas sur les conducteurs de bus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on revient avec cette information sur la fraude au permis de conduire avec deux spécialistes qui seront avec nous. À tout de suite. Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Oui, Est-ce que je vous en pose des questions ou est-ce que je vous en pose? Non, monsieur. Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites s'il se passe ceci? Qu'est-ce que vous faites s'il se passe cela? Du tout, Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale? Mais qu'est-ce que j'irais faire? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Quoi? Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je l'ai remue? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis, oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, hein? Jean-Yann. Voilà, un peu d'humour ne fait pas de mal. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David et bien entendu et nos invités ce soir qui sont avec nous. Patrice Bessonne, président du pôle éducation et sécurité routière de Mobiliance. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Patrice Mirouz, président de ECF, qui est le réseau de plus de 450 auto-écoles un petit peu partout en France. Bonsoir.
On va revenir avec vous forcément sur cette actualité de ce conducteur de bus qui a malheureusement tué une adolescente aujourd'hui. Ces analyses prouvent qu'il y a une prise de stupéfiants. Est-ce que, soyons clairs, Patrice Bessonne, on sait que vous avez une voix qui compte. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des élèves qui arrivent ou un peu alcoolisés ou un peu dans un état qui pourrait sucer, en tout cas imaginer qu'ils puissent être sous stupéfiants? C'est très compliqué parce que on n'a pas le droit de les contrôler déjà, premièrement. Ah oui. Il faut qu'on passe ou par la police ou par la gendarmerie. Nous, on avait demandé au bureau de l'éducation routière sur Paris que les écoles de conduite puissent au moins pouvoir les tester avec des éthylotests sur l'alcool avant de prendre les leçons. D'ailleurs, pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir l'habitude de se contrôler pour les jeunes. Alors, on nous a dit non, on ne peut pas faire ça parce que ça inciterait les jeunes à boire et ensuite à se contrôler. Sincèrement, je trouve vraiment qu'on marche sur la tête aujourd'hui. Moi, je comprends très bien, Cécile, le poste que vous avez fait, c'est-à-dire qu'il faudra attendre qu'il y ait combien de morts pour comprendre qu'en fin de compte, il n'y a pas que le contrôle qui compte, il y a l'acceptation de la règle. Ah oui, je vais expliquer aux auditeurs qui ne comprennent pas. J'ai écrit, bougez pas Patrice, moi j'ai écrit un tweet en disant, j'entends tout le monde dire c'est le drame, c'est un drame, c'est un drame, mais je ne vois pas de colère de se dire qu'aujourd'hui des conducteurs de bus, et c'est de maintes fois répété, et encore une fois je mets pas tous les conducteurs dans le même panier, de dire quand est-ce qu'on va s'énerver et être très énervé par rapport à ces attitudes. Voilà, je suis assez scandalisée qu'on puisse laisser finalement que la législation puisse laisser ces gens sur la route. Voilà le contenu de mon message. Merci en tout cas Patrice Bessonne. Donc allez-y, continuez. Alors on va parler. Oui, allez-y. Allez-y, continuez. Je voulais simplement finir en disant que on ne pourra pas par la sanction essayer de faire accepter la règle aux uns et aux autres. L'acceptation de la règle, elle vient par une formation plus pointue, comme le font les autres pays européens. J'ai eu l'occasion sur vos ondes déjà d'expliquer qu'on est paupérisé. On a reculé en termes d'accidentalité, on a reculé au niveau de l'Europe, on a baissé de 5 rangs parce qu'on ne fait pas les bonnes choses. On ne met pas au centre des débats une formation en montée de compétences plus importante. Aujourd'hui, on dit au ministère que pour passer son permis de conduire, et je finirai là-dessus, la moyenne, Philippe et Cécile, c'est 35 heures. On a une obligation aujourd'hui en France de prendre 20 heures de pratique. Ça date des années 90. Ça fait 35 ans. On leur a demandé de passer à 28 heures minimum. Bah oui. C'est-à-dire ce que prennent des jeunes en apprentissage anticipé de la conduite. Eh bien, même ça, ils n'arrivent pas à le valider. Mais Patrice Bessonne, vous êtes en colère. Oui, vous avez raison, nous aussi. Mais Patrice Bessonne, est-ce que si quelqu'un est alcoolisé, est-ce que vous avez le droit de ne pas lui donner de leçons? Ou est-ce que vous êtes obligé de le prendre? C'est ça ma question aussi. La question est simple. Nous, on ne le prendra pas. Bien entendu, les écoles de conduite ne le prendront pas. Mais il pourrait très bien se retourner contre l'école de conduite parce que ce n'est pas elle qui a le droit de faire le contrôle. Ce n'est pas elle qui peut dire « Monsieur, soufflez dans le ballon » avant de prendre la leçon de conduite. Mais c'est ubuesque en fait. Ah oui, bien entendu. Vous savez qu'il y a des écoles de conduite qui ont été obligées de passer par la gendarmerie pour arrêter la leçon. Ah oui. C'est-à-dire que bien entendu, c'est-à-dire que si le formateur n'est pas armé, j'allais dire, de façon, quand je dis armé, bien entendu, c'est au niveau des mots, au niveau des paroles, au niveau des actions, au niveau des actes, eh bien la personne peut très bien demander de faire sa leçon de conduite. Vous imaginez qu'avec moi, effectivement, ou avec d'autres formateurs, ça ne peut pas passer, on ne le prendrait pas, on le ramènerait. Mais suivant quel formateur vous avez, vous pouvez imaginer que vous avez, il y a beaucoup aujourd'hui d'enseignantes de la conduite qui sont des femmes, et donc il y a des difficultés. D'ailleurs,
La dernière en date était une dame qui est enseignante de la conduite et elle est allée au commissariat pour que la personne puisse être contrôlée, car elle était, en plus d'être alcoolisée, elle était menaçante, comme souvent c'est le cas d'ailleurs, malheureusement, dès lors où on est alcoolisé. Effectivement. On va parler de cette histoire de fraude à l'examen du code de la route qui représenterait 40% des attestations délivrées. Alors, expliquez-nous, Patrick Mirouz, vous êtes président d'ECF, réseau de plus de 450 auto-écoles dans toute la France. Avec Cécile, quand on a passé le code de mémoire, c'était des cartes perforées où on répondait A, B, C ou D. Je suis si vieux que ça par rapport à vous. Oui. Merci. Je vous confirme. Comment est-ce qu'on passe le code aujourd'hui? J'ai pris un coup de vieux là. En 10 secondes, c'est le scud. Je vous aurais bien accompagné, mais non. non, ça c'est vous. J'ai dû vous parler d'un temps là que les moins de 57 ans, voilà. Voilà, c'est ça. Ils ne peuvent pas connaître. Voilà. Alors, vous avez raison. Alors, deux choses. La fraude. Déjà, 40%, je ne sais pas d'où vient la statistique, c'est un chiffre qui... Alors, c'est un chiffre qui est donné par le syndicat des professions du permis de conduire. Ouais. Les inspecteurs du permis de conduire, je crois que c'est l'UNSA Saner qui a donné ce chiffre. Je ne sais pas comment ils peuvent le contrôler. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des contrôles. Il y a eu 7000 codes qui étaient frauduleux sur 2,1 millions qui passent tous les ans. Il y a 2,1 millions d'examens et 300 et 80 centres de fermés. Mais bon, comment on passe le code aujourd'hui? Il faut s'en rappeler. Et Patrice Besson était avec moi, j'ai envie de dire, presque sur les barricades il y a une petite dizaine d'années. C'est qu'il y avait beaucoup d'attentes. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, il y avait beaucoup d'attentes. On avait 6 mois de délai pour passer le code. Ouais. Et donc, effectivement, il y a eu une mesure qui a été de faire une délégation de services publics à des opérateurs agréés. Il y a des gens très sérieux comme La Poste, SGS, Bureau de Veritas, et puis il y en a d'autres, je ne les citerai pas tous. Et il se trouve que, en fait, je vais vous dire quelque chose. On sait qu'il y a de la fraude aujourd'hui parce qu'on la contrôle, en fait. Et cette fraude-là, elle est faite de plusieurs façons. Premièrement, les codes Snapchat, ça va pas très loin parce que c'est des faux numéros et on est rattrapé par la patrouille. Et deuxièmement, c'est des usurpations d'identité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est brun et qui fait 1m80 et voilà peut aller passer le code pour la même personne. Voilà. Nous, on est des formateurs. Donc, en fait, pour la statistique, je suis désolé, je ne vais pas être très fort. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le réseau ECF, comme dans les autres écoles de conduite de proximité, on remarque quand quelqu'un n'a pas le code. Je sais pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les panneaux. Et comme il ne connaît pas les panneaux, eh bien, on est obligé de lui apprendre le code dans la voiture. Ce qui est un mauvais calcul, parce que ça va lui coûter plus cher d'apprendre le code dans la voiture plutôt que de l'avoir passé. Je voulais juste dire un mot, c'est que une formation au code, ça coûte entre 200 et 300 euros. C'est le prix et tout le monde peut avoir le code. Je veux dire, c'est clair, toutes les personnes peuvent avoir le code et c'est une vraie fausse bonne idée d'essayer de l'acheter parce qu'on peut être rattrapé. Et de toute façon, le deuxième filtre, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui conduisent avec des faux codes, c'est très très peu parce qu'ils sont rattrapés par la patrouille. Quelqu'un qui ne connaît pas le code ne pourra pas avoir son examen pratique. Je rappelle que l'examen du code de la route est la première partie du permis de conduire. La deuxième partie qui valide la pratique, elle est validée par l'examen pratique B et c'est celui sur lequel effectivement, on manipule la voiture, mais il faut connaître les panneaux et avoir des notions de partage de l'espace routier en toute sécurité. Ah, mais comme il y a quand même déjà beaucoup de gens qui roulent sur nos routes et qui n'ont pas le permis, et on le voit un petit peu, ils connaissent finalement les panneaux avant même d'avoir leur permis. Ça existe aussi, ça, quand même. Alors là, il y a d'autres enquêtes qui ont été faites par les assureurs et il y a des chiffres, je les ai pas complètement en tête, mais vous avez raison. En fait, je vais vous dire, vous avez raison, c'est un sujet de santé publique. Le permis de conduire, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir mettre sur la route des personnes qui vont être capables de partager l'espace routier en toute sécurité. Comment on peut faire pour... je rejoins Patrice Besson, c'est renforcer, solidifier la formation. C'est un vrai investissement, la formation. Et moi, je vais aller encore plus loin, c'est qu'il faut la renforcer dès le plus jeune âge.
Vous savez, aujourd'hui, on a sur nos routes, et même, voilà, même si ça a été interdit à Paris, mais beaucoup plus de ce qu'on appelle des EDPM, des engins de déplacement motorisés, des trottinettes, des vélos électriques et même des quadricycles à moteur. Et nous pensons, et ça fait partie des propositions ECF, que nous devrions commencer l'apprentissage de la conduite dès 14 ans, mais un apprentissage très renforcé. Parce que effectivement, il y a à peu près un an, on est passé, on avait le permis à 18 ans, il est passé à 17 ans. Et je crois que ça serait tout naturel aujourd'hui, je le dis ici sur votre antenne de Sud Radio, de passer la conduite accompagnée à 14 ans. Pourquoi ? Parce que plus on va apprendre un conducteur jeune, plus on aura un conducteur sûr. Patrice Bessonne, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour éviter ce type de fraude ? Alors il n'y en a eu que 7000 sur un chiffre quand même qui se compte en millions, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle serait la bonne solution pour vous ? La bonne solution, c'est en fin de compte de mettre des cours théoriques obligatoires comme dans les autres pays européens dans l'école de conduite. Vous savez, il n'en faut pas énormément, il en faut en hauteur de 5 à 10 cours théoriques européens. Oui. Des cours théoriques comme dans les autres pays européens, pardon. Et ça permettrait aux jeunes de pouvoir ensuite rentrer en cours pratique en ayant la connaissance du comportement, de la signalisation et de la bonne pratique. Et donc ça, c'est très simple à faire. On le demande depuis X temps de mettre en place 5 cours théoriques collectifs. C'est très peu cher. Et ça peut rapporter gros. Patrice Bessonne, je vais vous poser une question un petit peu plus large. Avec aujourd'hui les multimobilités, est-ce qu'il ne faut pas repenser un grand plan de la route, de la circulation, tout mettre à plat et tout recommencer, parce qu'on a l'impression que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension, tout le monde n'a pas le même niveau des panneaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas ce grand plan ? Exactement, on a un projet à Mobiliance qui part des plus jeunes, du vélo, donc, puisque c'est là où on commence à être mobile, en passant par les personnes qui obtiennent le permis, ensuite en faisant de la formation continue via l'entreprise et en finissant par les seniors. Il faut obligatoirement, et vous avez raison, repenser la mobilité. La mobilité est un silo civilisationnel important. Et aujourd'hui, en France, on ne l'a pas pris par le bon bout. Je le répète, on a reculé en termes d'accidentalité, y compris dans le deux roues. Les chiffres ne sont pas bons. Patrick Mirouz a tout à fait raison. On a parlé des 17 ans. Madame Borne nous a dit on fait comme l'Autriche. Ce n'est pas vrai. L'Autriche, ils ont mis le permis à 17 ans et ils n'ont pas d'accidentalité importante parce qu'ils ont mis un post-permis obligatoire 6 mois après. Aujourd'hui, pour les jeunes de 17 ans, il n'y a pas de post-permis obligatoire. Et en plus de ça, on lui avait dit d'essayer de mettre ça en place, ce qui permettait aux jeunes un apprentissage anticipé de la conduite, de garder une valorisation de leur formation. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'en fin de compte, le permis à 17 ans a vidé l'apprentissage anticipé de la conduite, qui était la meilleure formation. Elle a été recopiée par tous les pays européens. Donc, vous voyez, on est en train de marcher sur la tête. On essaye de faire notre possible. D'ailleurs, Patrick Mirouz, je pense qu'il s'associera à moi pour essayer de changer tout ça, de mettre en place, comme vous l'avez dit, Cécile, un plan national de mobilité complet. Absolument. Et pour pouvoir essayer de faire de la formation continue un axe important de la sécurité sur la route. Patrice Bessonne, il nous reste quelques secondes. C'est un timing un peu étonnant, hein, mais Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble, vient de tweeter « Oui, la légalisation du cannabis est une priorité. Santé, sécurité, prévention, économie, mission de police. » Est-ce que là, on ne marche pas sur la tête après le drame de ce matin? Est-ce que là, il y a un moment donné, il y a quand même une France à 2 vitesses? Oui, je pense qu'on marche sur la tête. Vous l'avez dit, on marche sur la tête depuis un certain temps. Et ça va aller de pire en pire. Il me semble que c'était Édouard Philippe qui a dit on fonce dans le mur. Mais maintenant, en plus, on fonce dans le mur en klaxonnant et en étant heureux de foncer dans le mur. Eh bien, je crois que c'est ça. Non, surtout pas s'amuser à légaliser le cannabis. Est-ce que c'est irresponsable pour vous? Est-ce que ce tweet était responsable finalement? Eh bien entendu. Ça laisse la possibilité aux personnes qui utilisent
ou qui consomment du cannabis de pouvoir dire c'est pas grave. On en a en formation. Vous savez, on fait des formations où les juges nous envoient des personnes et souvent quand on discute avec elles au départ, eh ben pour elles n'ont rien fait de grave. Vous voyez ce qui s'est passé avec le bus et avec un enfant qui meurt, le drame absolu aujourd'hui. En fin de compte, eh bien, pour X cas, ça n'arrive pas, donc ce n'est pas grave de consommer de la coke, de consommer des stupes et de pouvoir conduire. En fin de compte, on est dans une humanité schizophrène. Merci. Merci. On n'essaye pas d'y revenir, ce sera compliqué sur la route. Merci en tout cas Patrice Bessonne, président du pôle éducation et sécurité routière de Mobiliance, et merci beaucoup Patrick Mirouz, président de l'ECF. Vous restez avec nous dans un instant. Station E. Et ensuite on va parler du bioéthanol. Ah, ça encore une bonne, ça c'est une bonne nouvelle. Le bioéthanol, on le sait que c'est le carburant du pouvoir d'achat. Et du pouvoir d'achat. Direction le département de la Loire à Roanne, sa gastronomie, ses paysages, sa tradition industrielle et aujourd'hui les medtech et le développement durable. Yves Nicolin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Roanne et président de Rouennais Agglomération. Votre ville et son agglomération se transforment. Vous avez beaucoup investi dans les infrastructures de production d'énergie renouvelable dans les transports. Racontez-nous. Effectivement, Rouennais Agglomération, depuis 2014, donc ça fait un peu plus de 10 ans, donc a décidé de miser vraiment sur la production locale d'énergie renouvelable. Et nous avons pour ça, et nous sommes la seule collectivité de France à faire comme ça, donc créer une société d'économie mixte où nous allons produire nous-mêmes, être propriétaires de nos parcs éoliens, de nos fermes photovoltaïques, faire de la géothermie profonde, de façon à ce qu'en 2050, 50% de l'électricité qui sera consommée sur notre territoire soit produite localement par une société d'exploitation et de production publique. Et puis nous avons aussi donc engagé de gros chantiers, notamment pour décarboner nos transports, puisque nous serons cet été la première agglomération de France à avoir 100% de son réseau de bus électrique, et nous allons ainsi basculer des bus qui étaient diesel en 100% électrique. Et à côté de ça, eh bien, on développe tout un parc de bornes de recharge pour pouvoir faire en sorte que les particuliers puissent recharger leurs véhicules de façon beaucoup plus commode et moins chère. Alors Roanne attire les investisseurs, vous êtes un fleuron, vous avez un fleuron industriel avec Michelin et KNDS et leurs innovations. Aujourd'hui, vous accélérez la décarbonation des transports, vous avez une annonce exclusive pour nos auditeurs. Vous avez décidé d'accueillir de nouveaux investissements privés ? Oui, on accueille de nouveaux investissements privés parce que jusqu'à présent, si vous voulez, les bornes de recharge de véhicules électriques étaient portées par l'agglomération, par le syndicat départemental d'électrification, avec un réseau qui est déjà très important puisque nous avons près de 70 bornes de recharge sur notre territoire. Mais aujourd'hui, nous avons un opérateur privé qui est venu nous voir en nous disant moi en tant que station E, je suis prêt à venir vous installer des bornes de façon gratuite, à vous rémunérer même sur la vente d'électricité pour les recharges des véhicules. Et donc, nous ne pouvions pas retenir directement cette société, mais nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt. Ils ont été les seuls à répondre. Et donc, nous allons amorcer des installations de bornes qui sont non seulement des bornes de recharge, mais également des bornes sur lesquelles il y a des services. Par exemple, des casiers connectés, des maps pour antennes de télécom, bref. Donc, pour rechercher la valeur ajoutée, Station E nous a proposé quelque chose qui est très intéressant pour nous, et puis surtout pour ceux et celles qui vont de plus en plus rouler en véhicule électrique. Monsieur le maire, je crois savoir que vous roulez en électrique depuis de nombreuses années. Ces voitures sont ultra connectées ? Alors non, au départ, moi j'ai un véhicule qui était une Peugeot Ion. Donc c'était une petite pot de yaourt électrique avec une très faible autonomie. Puis après on est passé à des véhicules comme les Zoé, etc. Et nous avons d'abord depuis 2017 nous avons été la première agglomération, la première ville de France à refuser d'acheter désormais des véhicules légers thermiques. Et donc tout notre parc est en train petit à petit de passer à l'électrique. Alors aujourd'hui effectivement ces véhicules sont connectés, mais au départ ils l'étaient peu. Mais maintenant nous avons comme n'importe quel véhicule moderne, qui soit d'ailleurs même y compris diesel ou qui sont en essence, eh bien nous avons des véhicules électriques qui sont de plus en plus connectés, oui effectivement. Merci beaucoup Yves Nicolin, maire de Roanne et président de Rouennais Agglomération. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Les
vraies voix Sud Radio. Et Jérôme Loubert est avec nous, directeur du développement Europe de FlexFuel Énergie. Bonsoir. Vous le connaissez bien puisqu'il vient assez souvent chez nous. Super éthanol E85, le carburant à base de bioéthanol qui refait surface avec un prix à la pompe hyper intéressant. Donc on retourne sur finalement ce carburant qui est peut-être le carburant finalement du pouvoir d'achat. Du pouvoir d'achat. Surtout, on n'y retourne pas. On a l'impression d'y retourner, mais l'éthanol a toujours été rentable. Il peut connaître des périodes avec une rentabilité un peu moindre, mais c'est toujours au minimum 500 € d'économie par an. Et il revient aujourd'hui avec beaucoup de bonnes nouvelles, 4 bonnes nouvelles principalement. Première bonne nouvelle, entre 2014 et 2025, ou 2024, on a doublé les économies pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'avant, on faisait aux alentours des 350 €. Aujourd'hui, on fait 720 €, 730 € d'économies par an pour 13 000 km seulement. Ah oui, c'est énorme. C'est conséquent. C'est plus de 1 100 € pour 20 000 km. Deuxième bonne nouvelle, c'est pour les entreprises. L'éthanol, dans le plan de loi de finances, permet aujourd'hui de ne quasiment plus payer de TVS. Taxe sur les véhicules de société. Taxe de véhicules de société, qui maintenant est la taxe sur les émissions de CO2, dont l'éthanol est le seul carburant qui profite de l'abattement. Avant, c'était également pour les hybrides. Aujourd'hui, c'est uniquement pour l'éthanol. Et donc, une Mégane, par exemple, Renault, qui va payer 350 € de TVS, de taxe sur les véhicules de société, va plus payer que 100 €, 150 €. Donc, c'est 200-300 € d'abattement sur cette TVS. Vous vous rendez compte, quand vous avez un parc de 1000 véhicules, ça fait des millions d'euros, des centaines de millions d'euros et des millions d'euros sur les années à venir. Parce avec un boîtier, c'est ça ? Avec un boîtier éthanol, en tout cas une carte grise qui indique l'éthanol. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, c'est pour la mobilité. Une première ZFE contraignante qui refuse les critères 3 donne une dérogation pour l'éthanol. C'est la ZFE du Grand Montpellier. On les remercie pour cette dérogation. Le maire était d'ailleurs sur Sud Radio ce matin, Mickaël Delafosse et Jean-Jacques Bourdin. Voilà. Et donc on invite les autres ZFE contraignantes à autoriser les véhicules convertis à l'éthanol à pouvoir circuler, puisqu'évidemment elles font leurs preuves en termes d'écologie. Donc voilà les 3 grandes bonnes nouvelles pour l'éthanol. Et puis évidemment, il y a toujours la bonne nouvelle de l'écologie, puisque l'éthanol est en passe de remplir les standards européens dans la clause de revoyure de l'Europe 2035 pour pouvoir avoir les carburants neutres en carbone et donc être une alternative à l'électrique. Que vous disent les maires ? Parce que c'est vrai que Mickaël Delafosse aujourd'hui a emboîté le pas. Est-ce que c'est quand même difficile d'aller les chercher, de leur faire changer d'avis, surtout par exemple en Occitanie où ils sont full électriques et qu'ils ne parlent pas du tout de cette transition en fait ? Alors la visibilité donne forcément plus de simplicité pour nous pour leur proposer. Quand ils ne savent pas s'ils vont pouvoir utiliser des véhicules à long terme, c'est plus difficile pour eux de prendre une décision et donc ils se tournent plus, quand c'est possible, vers l'électrique. Aujourd'hui, ce type de mesure permet aux maires et aux gestionnaires de parcs et de flottes de se projeter un peu plus dans l'avenir. Et donc, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a encore fait des devis pour des flottes de mairies. Alors, parfois, c'est 4 véhicules. Il peut y avoir des petites mairies. 4 véhicules, 6 véhicules, parfois 500 véhicules pour des départements ou des régions. Donc aujourd'hui, ils sont sensibles. Un budget accessible plutôt que de changer de voiture. Aujourd'hui, c'est un budget extrêmement accessible pour une mairie, pour un véhicule lambda d'une mairie qu'on va constater aujourd'hui. On va être autour de 600 €, 500 € d'installation. C'est rentabilisé en même pas 6 mois. Les véhicules qu'on voit sur les flottes font entre 20 et 30 000 km par an. Alors, il y a une question. Reims, Montpellier sont d'accord pour les ZFE. Est-ce qu'il y a d'autres agglomérations qui pourraient leur emboîter le pas ? On fait un appel aujourd'hui aux 3 autres ZFE qui excluent les critères 3. Je parle bien des critères 3 essence, qui sont convertibles à l'éthanol. Il faut être essence ou hybride pour pouvoir convertir à l'éthanol. C'est des véhicules de type Euro 3, c'est des véhicules entre 2001 et 2005. Mais aujourd'hui, on voit qu'à Montpellier, par exemple, cette dérogation a permis aux installateurs locaux de voir presque 70% des demandes d'installation pour des véhicules Euro 3. Donc en fait, on voit que les utilisateurs sont pris à la gorge, ils ne peuvent plus rentrer dans les centres-villes, ils ne peuvent plus aller soit travailler, ils ne peuvent plus aller dans les centres hospitaliers, ils ne peuvent plus aller dans les centres commerciaux. Et donc, ils ont besoin d'une alternative. Alors, il y a 2 alternatives. Passer sur un véhicule critère 1 ou 2, qui va leur coûter très cher, ou alors mettre quelques centaines d'euros dans une conversion éthanol s'ils le peuvent. Et s'ils ne le peuvent pas, encore une alternative. Est-ce que vous savez combien coûte aujourd'hui un véhicule Euro 3 essence qu'on peut convertir à l'éthanol ? Non. Type Twingo, ça coûte 3 000 €. Et ça, c'est accessible à tous. Oui.
Et aussi, quelque chose qui est important de le dire, c'est si toutefois vous alliez vous convertir à l'éthanol, ne le faites pas chez n'importe qui, parce qu'il faut aller chez des gens qui sont agréés. Bien évidemment. Aujourd'hui, l'État réglemente. On dispose de boîtiers qui sont homologués, qui permettent de profiter de toutes les garanties, de la fiabilité, d'un suivi de son boîtier. De faire des garanties constructeurs. Voilà, et de faire des garanties des économies sur le long terme. Hein. Si on veut faire des économies, mieux vaut les faire sur 5 ans, 6 ans que les faire pendant 6 mois et avoir des problèmes. Donc, les boîtiers non homologués peuvent être dangereux pour les véhicules, sont souvent dangereux pour les véhicules. Et attention à ne pas faire de bricolage, de mélange, etc. Puisque ça, c'est extrêmement dangereux pour le moteur. Et là, ça coûte beaucoup plus cher que le plein d'essence. Et puis, on vous rappelle que ça ne fonctionne pas sur le diesel. Ça ne fonctionne pas sur le diesel, mais par contre, ça fonctionne très bien sur toutes les hybrides. Merci beaucoup, Jérôme Loubert, d'avoir été avec nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant avec une très belle initiative, une très belle start-up. Start-up qui s'appelle Avatar. Avatar. Mais c'est pas un avatar, parce que c'est Sonia Trocmé-Lepage, responsable levée de fonds chez Avatar Mobilité, qui est avec nous, et ce n'est pas un avatar. Et par contre, il y a la U-Live ou la U-Live, je ne sais pas comment on prononce, une voiture révolutionnaire. Allez, à tout de suite, on fait une pause, on est ensemble jusqu'à 20h. Et dans les vraies voix qui font rouler la France, il y a de l'actualité aussi, et puis il y a des idées formidables avec des entreprises, des start-up qui innovent systématiquement. Et c'est vrai qu'avec Philippe David, on est toujours très heureux de les rencontrer, et ça participe avec ce grand prix ACF Autotech qui va justement primer régulièrement des start-up pour leur innovation. Et cette innovation s'appelle Avatar Mobilité. Sonia Trocmé est avec nous, Trocmé-Lepage, responsable levée de fonds chez Avatar Mobilité. On est très heureux de vous accueillir parce que c'est un projet de Frédéric Mourier qui donne envie, qui est assez spectaculaire, Philippe. Alors c'est une voiture qui s'appelle la U-Live ou la U-Live, comment est-ce qu'on prononce ? U-Live. U-Live, ah bah oui, c'était la troisième possibilité. La U-Live, tu vis. Tu vis, tu revis grâce à une mobilité propre. Alors justement, vous voulez diviser par 5 l'impact des déplacements quotidiens. Comment y arriver ? Comment y arriver ? Par beaucoup de moyens. En fait, Avatar a commencé par une association. D'accord. Qui s'est dit, aujourd'hui, la mobilité électrique, ça marche pas, c'est pas pour tout le monde, c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop cher. Quels sont les vrais besoins ? Donc elle est repartie des vrais besoins des gens, de tout un chacun. Et j'ai écouté d'ailleurs votre émission de la semaine dernière avec quelqu'un, Yvan je crois, qui disait mais il y en a marre, c'est quoi cette folie écologique ? Oui. Eh bien Avatar répond à ça. Avatar a entendu les gens et elle répond avec un véhicule extrêmement léger. 400 kilos à vide. 400 kilos à vide, absolument. 780 kilos en charge, donc elle peut beaucoup emporter. Elle emporte même une palette entière avec 2 personnes devant et une palette. Et en un clin d'œil, vous enlevez... Enfin, la palette, vous l'enlevez pas en un clin d'œil. Une palette avec de la nourriture, Philippe, ça devrait vous parler. D'ailleurs, j'ai cru 400 kilos, vous allez dire que la voiture pesait moins lourd que moi. Oui, mais vous êtes retenu. Allez-y, Ali, pardon. Voilà, et donc extrêmement versatile parce qu'elle peut avoir soit 4 places, soit 2 places avec un coffre de 900 litres, ce qui est très très grand, dans lequel on peut mettre une palette. Donc, elle est parfaitement adaptée à des artisans, à des commerçants qui, le soir, rajoutent 2 sièges pour aller chercher les enfants à l'école, par exemple. Alors, c'est étonnant parce qu'elle est quand même physiquement, alors c'est pas du tout... On va la montrer. C'est un mini-van, c'est pas un minibus, mais c'est un mini-van, mais qui est plutôt attractif en plus. Qui est jolie au look. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Elle est très confortable à conduire. Il n'y a pas d'angle mort. On est légèrement couché. Mais elle est complètement vitrée, comme vous avez vu. Elle est extrêmement agréable. Elle a beaucoup de reprises. Elle marche très très bien. Elle va à 90 km/h, contrairement à plusieurs concurrentes du marché. Elle est parfaite pour le rural et le périurbain. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez dans une gare de campagne ? Vous êtes bien perdu parce qu'il n'y a pas de station de taxi. Oui. Voilà, il n'y a pas Uber, pour ne pas les nommer. Et ça m'est arrivé l'autre jour, j'étais dans les Landes, ils sont venus me chercher, les gens chez qui j'allais, ils sont venus me chercher. Si j'avais eu en autopartage une petite Avatar, ça aurait été parfait. Et c'est le projet de la SNCF qui va tester des avatars dans une
Gare de Bretagne. Ah, c'est génial. C'est bien. Très, très bientôt, pour potentiellement en installer 180 très bientôt et ensuite équiper 3000 gares rurales en France. Ça, ce sera formidable. C'est une voiture à permis ou sans permis? C'est une voiture à permis, à 90 km/h, mais elle a été conçue dès l'origine pour faire plusieurs versions d'un même véhicule. D'où le nom d'ailleurs, parce que vous disiez Avatar, mais Avatar à l'origine, c'est quoi? C'est l'incarnation divine sous plusieurs formes, plusieurs avatars, pour rétablir pour sauver le monde du désordre. Ah bah très bien. C'est ça un avatar à l'origine. Donc il ne faut pas penser à la déclinaison du film un peu négative qui a été donnée au mot après. Si vous revenez à la définition d'origine, ça veut dire descendre en sanskrit, c'est les dieux qui descendent pour sauver le monde, sous différentes formes. Aujourd'hui, l'avatar, c'est celui un peu qui vous ressemble, hein, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, là, ça donc nous c'est les correspond différentes. bien. Pour répondre à votre question, voilà, à partir d'une même plateforme, vous pouvez faire donc le véhicule classique qui est 4 places, 90 km/h, 150 km d'autonomie. Ce qui est énorme quand même, hein, 150 km. Ce qui est énorme. Et pourquoi? Parce que justement, elle ne fait que 400 kg. Donc il n'y a pas besoin de transporter toute sa voiture avec soi qui fait 1,6 tonne. Alors vous promettez une autonomie de 30 km en solaire et à l'infini avec l'électrique. Comment est-ce que vous y arrivez? Parce que vous avez des panneaux solaires sur le toit en fait de la voiture. Alors les panneaux solaires, c'est le petit plus. En Bretagne, bien sûr. Il fait toujours beau en Bretagne. Voilà, donc c'est le plus. Mais c'est un plus qui n'est possible que sur une voiture très légère. Bien sûr. Voilà. Donc ça veut rien dire sur une grosse voiture, ça ne sert absolument à rien. Là, c'est le petit plus, gratuit, bien sûr. Mais c'est surtout pourquoi cette autonomie? Parce que ce sont des batteries swapables, 12 kilos chacune. Vous pouvez qu'on peut retirer. Vous les retirez vous-même. Vous avez, si vous faites un trajet un peu long, 2 batteries supplémentaires dans votre coffre et en 5 minutes, vous êtes reparti avec 120 km de plus d'autonomie. On a gardé Jérôme Loubert. Je sens que vous avez envie de poser une question. Vous m'enlevez les mots de la bouche parce que c'était justement autour des batteries swapables ma question. Oui. Et donc en effet, vous répondez là à un gros problème. Alors, swapable, c'est extractible en français, qu'on peut retirer. Pardon pour cet anglicisme, maître. Mais en effet, un gros problème des véhicules électriques, en tout cas une grosse contrainte, qui est le temps de recharge. Absolument. Vous répondez parfaitement à ça. Et ensuite, est-ce que vous avez déjà des idées de réseau ou de pouvoir le faire un petit peu ailleurs que directement chez soi ou dans son local? Est-ce qu'il y a des possibilités de stations de recharge qui sont... Oui, c'est tout à fait compatible avec toutes les stations de recharge. Et c'est des batteries qui sont standards ou qui vous sont propres? Si on le souhaite. Elles ont été développées au départ par Avatar et là on est en train de développer avec un fabricant de batteries. Donc elles ne seront pas en propre. En tout cas, vous faites une levée de fonds parce que forcément, pour que ces idées innovantes perdurent, et ben voilà, il faut que certains investisseurs y croient. Moi, je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, le véhicule est très beau. Si ça peut servir effectivement, et vous avez raison, à créer cette petite transition dans des endroits où on n'a pas de voiture, moi je trouve ça parfait. Ça s'appelle Avatar Mobilité. On laissera de toute façon les coordonnées pour ceux que ça intéresse. Et on remercie et on félicite Frédéric Mourier. Absolument. Merci beaucoup d'avoir... You Live. You Live. Merci beaucoup Sonia Trocmé-Lepage, responsable levée de fonds chez Avatar Mobilité. Merci beaucoup. Et puis quelqu'un qu'on aime beaucoup, Lionel Rousseau. Ça me fait bien plaisir. J'aimerais que vous le répétiez, s'il vous plaît. On vous aime, on vous fait des cœurs. Sachez que la réciproque est vraie et ce soir, encore une fois, une émission bouillante avec nos invités, comme chaque jeudi soir autour du feu. Tout le temps. Non, mais c'est vrai, j'ai même chaud là. Je vais pas faire un malaise, mais on va parler de la Ligue des Champions en tout cas, parce qu'il y a 4 clubs français qui sont encore engagés, ça c'est formidable. Et puis on évoquera aussi toute cette actualité de la semaine autour d'un miroir de la société, le football, qui n'est pas toujours rassurant et qui est assez violent avec des banderoles racistes. Un Kylian Mbappé qui a été insulté hier également à Guingamp pour le match contre Brest, et puis beaucoup d'autres petites choses et des surprises. Donc soyez avec nous. Eh ben, on vous laisse l'antenne dans un instant et on sera ravis de vous écouter. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Jérôme Loubert. Et puis merci à Marie, merci à Aude, merci à Félix et Nelly. On se retrouve demain à partir de 17h dans Les Vraies Voix. Passez une très belle soirée avec Lionel et son équipe. À tout de suite.